La conférence de ce soir est placée sous le signe de André Gide et les siens, ce qui, à propos de cet écrivain qui a dit « famille, je vous hais », soulève déjà une première question. Nous commençons par Emil Mayrisch, qui est au centre de la toile. C'est donc à la fois l'industriel, c'est le visionnaire, c'est aussi le mécène, c'est aussi le libéral qui va créer les conditions matérielles pour recevoir. Il a débuté sa carrière, nous le savons, à Dudelange. Voici une carte postale illustrée de 1905 pour les vœux de Nouvel An. C'est l'écriture manuscrite de Aline Mayrisch que vous découvrez là, vous allez revoir aussi. Et puis, nous allons voir les principaux mérites d'Emil Mayrisch pour décrire un petit peu le milieu dans lequel Gide sera reçu. Il conçoit des plans pour des barrages sur l'Our et sur la Sûre. Il crée l'Arbette en 1911. Il est le père fondateur de la Croix-Rouge luxembourgeoise, dont il sera président de 21 à 23. Il s'installe avec sa femme au domaine de Colpac après avoir été d'abord dans 2 adresses à Dudelange. Il inaugure le siège social des Arbettes en 1922. Il y aura en 1926 la fondation du comité franco-allemand, dans lequel Gide ne jouera pas de rôle, mais où évidemment il est initié, où il connaît les enjeux. La fondation aussi, à l'initiative d'Emil Mayrisch, de l'Entente internationale de l'acier, en 1926. En 1927, il est docteur honoris causa, alors qu'il a fait, il faut bien dire, des études relativement médiocres, on va dire. Mais ses efforts et ses mérites industriels sont appréciés à la fois par la science, codifiée de l'université, par l'économie, la politique et bien entendu aussi par ces dizaines de milliers d'ouvriers. Alors voici une vue de la villa des Mayrisch au Kreuzbierch à Dudelange, qu'ils s'étaient fait construire et où ils vont pour la première fois recevoir André Gide en 1919. Quelques mots sur la vie personnelle d'Aline Mayrisch. Donc lui, il était né en 1862 et elle est née en 1874, dans 12 ans de différence. Elle est née à Luxembourg dans une famille aisée, d'origine belge. Le père était marchand en gros de bois, donc c'est un gros commerçant. L'éducation d'Aline Mayrisch est trop peu connue, mais nous sommes tous réduits aux mêmes conjectures. J'ai encore essayé de trouver dans les archives de l'école Sainte-Sophie, où paraît-il elle était inscrite. Il n'y a rien, il n'y a pas d'archives, on ne trouve rien. Donc nous savons qu'elle a fait des études qui étaient alors possibles dans un pensionnat de jeunes filles, tenu par les religieuses en Allemagne. Et elle était hyper douée, elle était très sensible, elle était autodidacte, elle était très désireuse de se former. Ce qui va lui manquer tout au long de la vie, c'est, disons, le pli de la méthodologie universitaire. Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Et on peut dire que, heureusement, Gide non plus n'a pas eu ce pli un peu rigoureux, sinon il ne serait pas l'écrivain qui nous amènerait, je crois, ce soir. Il faut quand même aussi quelqu'un qui soit capable de transgresser les codes. Alors vous avez ici une image un peu surprenante. En haut à gauche, c'est Aline Mayrisch. On dirait qu'elle porte une robe de première communion, elle a 16 ans à l'époque. C'est une des rares photos où elle est représentée sans le chapeau. Le chapeau est vraiment identitairement marquant chez Aline Mayrisch. Pratiquement toutes les photos conservées la représentent avec le chapeau, avec un fichu. Il est très rare que, comme en bas, elle soit représentée nu-tête. Alors elle est ici représentée en tant que lectrice, en tant que liseuse. Je préfère le deuxième mot. Liseur, c'est quelqu'un qui est presque statutairement plongé dans les livres, ce qu'elle fait, mais je n'ai pas trouvé de photo, je pense qu'il n'en existe pas, où elle est représentée en tant qu'écrivaine, en tant que productrice de texte. On ne la voit jamais écrire, alors que Gide se fait toujours représenter, ou souvent représenter ainsi. Donc une femme douée qui n'a pas eu le bonheur d'être née à une époque où les jeunes femmes ont le droit, la possibilité de se former comme les jeunes garçons.
Elle n'a pas eu le réflexe, y a-t-elle pensé, on n'en sait rien, n'a pas eu le réflexe de publier un livre autonome avec ses textes à elle. Il y a eu des projets vagues, mais qui n'ont pas abouti. Et donc vous voyez là déjà une grossière différence par rapport à André Gide, que je vais présenter tout à l'heure. Voici une photo que tout le monde connaît, que tout le monde a vue, le couple à cheval. Donc c'est l'ingénieur, directeur de Dudelange. Alors, principaux mérites de Aline Mayrisch de Saint-Hubert, donc elle a des publications intéressantes, nous en parlerons, intéressantes du point de vue social, du point de vue humanitaire, du point de vue même économique, et surtout du point de vue critique, pictural et littéraire aussi, mais pas de publication autonome, comme je l'ai dit. Donc à partir de 1903, elle va s'impliquer, donc elle a une trentaine d'années à ce moment-là, elle va s'impliquer dans ce que l'on appelle le champ littéraire, et ce champ littéraire ne sera pas à Luxembourg, hein, c'est ce que Cornel et moi nous avons encore constaté en regardant les articles qui sont publiés d'abord à l'étranger, à Bruxelles, à Paris, en Allemagne. Nous sommes un certain nombre de chercheurs à travailler sur ces sujets, et nous aboutissions pratiquement tous à la même conclusion. Pour se définir, on a besoin, lorsqu'on est issu d'un petit pays, on a besoin du recul, on a besoin de passer par la définition par l'étranger. Et nos premiers écrivains ont pratiquement tous débuté en Belgique. Alors, le voyage avec André Gide en 1903, qui est l'année de sa première publication critique consacrée à un récit d'André Gide, ce voyage est presque un voyage initiatique, puisqu'elle va accompagner cet écrivain qui aborde des sujets qui visiblement la fascinent aussi, sujet de la libération personnelle, et c'est un voyage en Allemagne, dans la grande Allemagne libérale de Weimar notamment, Goethe, mais aussi Nietzsche, qui sont tous les deux des écrivains marquants, à la fois pour Gide, mais bien entendu aussi pour Aline Mayrisch elle-même. Dans ce voyage de 1903, elle va sans doute aussi découvrir le Gide qu'elle imaginait et qu'elle ne connaissait pas, c'est-à-dire Gide a amené tout de même un compagnon qui est Henri Géon, et qui est homosexuel comme lui. Il a trouvé même moyen de demander à Madame Mayrisch de payer le voyage à ce compagnon. Alors 1911, grande année, vraiment grande année pour Madame Mayrisch, donc elle a la quarantaine à ce moment-là. Elle aura deux publications en 1911 dans la Nouvelle Revue Française, qui est la plus prestigieuse des revues françaises. Je reviendrai notamment sur cette publication, Les paysages de la 30e année, et aussi un autre texte. 1914, juste avant la guerre, un autre voyage, encore une fois avec Gide. Excusez-moi, Henri Géon était du voyage en Turquie, à Weimar, où il n'était pas, c'était Madame von Reissenberg. Mais ici, en 14, effectivement, ils sont trois. Donc Henri Géon, qui plus tard va se convertir au catholicisme, ce qui va le séparer de Gide, et Madame Mayrisch. Alors à partir de 1914, Gide, lui, va montrer une attitude tout à fait mayrichienne, puisque pendant la guerre, il va s'engager au profit du comité franco-belge, donc au profit des prisonniers, des blessés, des sinistrés, des victimes de la Première Guerre mondiale. Alors, en 1920, Émile Mayrisch et sa femme vont s'installer, ils vont quitter Dudelange, ils ont racheté entre-temps, pendant la guerre, le château de Clopac, on va voir des clichés tout à l'heure, et ils vont le transformer, l'agrandir, dans un certain style, et c'est très frappant lorsqu'on compare quelques châteaux, quelques modèles, il y a des modèles qui se transfèrent d'un pays à l'autre. Alors en 1924, ce sont les contacts avec Paul Desjardins, un professeur, qui organisait les décades de Pontigny. Nous allons y revenir également. Alors, des dizaines d'artistes, d'écrivains sont invités par Madame Mayrisch, d'abord à Dudelange, à Kölbach, mais aussi à Bornes-les-Mimosas et puis surtout à Cabris, plus tard dans la Messudienne. Elle soutient de nombreux projets artistiques, notamment, elle, grâce à son mari, elle subventionne la Nouvelle Revue Française, et j'ai été étonné de constater que la Nouvelle Revue dépasse à peine le nombre d'abonnés d'une revue luxembourgeoise d'aujourd'hui. Mais évidemment, c'est l'élite sociale, intellectuelle du pays.
Elle subventionne également des théâtres, notamment Jules Delacre à Bruxelles et Jacopo à Paris, mais on constate qu'apparemment il n'y a pas de retour sur Luxembourg, donc elle ne semble pas soutenir, enfin ça n'a pas pu être vérifié, des milieux culturels luxembourgeois. Alors, soutien aussi à des projets, on va dire, humanitaires, sanitaires, comme la Croix-Rouge, on y reviendra, ou aussi scolaires, le lycée de jeunes filles qu'elle a fondé, et humanitaires, comme un certain nombre de dispensaires. Et puis, le domaine de Colpac, en 1947, en accord avec sa fille, elle va le léguer à la Croix-Rouge luxembourgeoise. Alors, quelques illustrations au Centre national de littérature. Nous avons ce billet de le tri qu'elle avait organisé pour financer le dispensaire du docteur Auguste Flech à Dudelange. Auguste Flech, c'était, je crois, le père de Colette, hein, c'est ça, qui était médecin à Dudelange. Colette Flech est né à Dudelange. Donc, nous savons que Émile Mayrisch a investi 50 000 francs dans ce dispensaire, mais la loterie a permis, évidemment, de considérablement augmenter le budget. Alors, le même système a fonctionné pour la maternité où la plupart d'entre vous êtes nés, route de Luxembourg, la route de Carlon à Luxembourg, puisqu'elle a là aussi lancé une loterie pour financer cette initiative de la Croix-Rouge. Alors, une autre photo qui montre l'œuvre caritative d'Aime Mayrisch, puisque Émile aussi avait soutenu donc, ce dispensaire à Dudelange. Donc, des actions qui visiblement chez elle, répondent à des besoins profonds. Pour faire bref, on pourra dire, Aline Mayrisch, elle montre ce qu'on appelle en latin l'amour oblatif, celui qui se sacrifie, celui qui se donne pour l'autre, alors qu'en Régide, c'est plutôt l'amour, on peut jouer sur les mots, égoïste, je préfère le mot égotiste. Ça c'est un jeu littéraire, tout le monde est égoïste, sinon il ne survivrait pas, donc tout le monde a besoin d'un égoïsme, défense de soi. Bon, mais égotiste, c'est la catégorie au-dessus, c'est celui qui ramène tout à lui, mais au point de vue de l'analyse psychologique, de l'expression littéraire ou artistique ou musicale, que sais-je, de ce qu'il découvre au fond de lui. Donc c'est quelqu'un qui regarde au fond de lui pour en faire une œuvre d'art. Et André Gide, c'est quand même l'écrivain auquel on a pu reprocher de n'avoir aucune imagination, de n'être pas créateur du tout, mais d'être un gigantesque découvreur d'abîmes, à l'époque où un certain Freud, à Vienne, parlait des mêmes choses, mais avec un vocabulaire médical. Mais c'est la descente au fond de soi, et ce n'est pas pour rien qu'il admirait, par exemple, Montaigne. Donc voilà une très grande différence. Madame Mayrisch était égotiste aussi. Quand on lit les centaines de lettres que Cornel Médère a publiées, bien entendu, il y a de l'égotisme, comme chez Stendhal. Mais elle n'a jamais eu l'idée de se dire, bah tiens, je vais publier un volume de mes lettres. Au contraire, elle a fait disparaître, elle a demandé à des correspondants de détruire des lettres qui, pour nous, seraient évidemment d'un très grand intérêt. Donc vous voyez, c'est un couple que j'appelle improbable dans la mesure où le tempérament du français est expansif, il fait toujours le profilo, la luxembourgeoise est, comme beaucoup d'entre nous, réservée, efficace, compétente, dévouée, mais elle n'en fait pas un maximum de ce qu'elle aurait pu montrer. Voici une photo qui se trouve ici dans cette exposition, et j'avais demandé à Jean-Pierre Prévost s'il pouvait me donner ces clichés, m'offrir ces clichés. C'est une très belle photo de 1903 environ qui montre que Aline Mayrisch était une très belle jeune femme, je trouve, en tout cas, avec une belle combrure des reins, donc elle est très élégante, mais ce chapeau aussi me semble vraiment une partie de son identité. Germaine Götzinger a très bien commenté le mot loup. Hein, le loup, ça peut être l'animal, on peut voir un côté un peu sauvageon chez Aline Mayrisch, mais le loup, c'est surtout le masque que l'on porte sur les yeux pour disparaître derrière une autre identité. Il y a un jeu identitaire, et tout à l'heure je donnerai une citation de Gide. Le chapeau, chez elle, me semble aller encore plus loin. C'est comme une espèce de protection. Alors que Gide, il arbore des chapeaux parfois les plus invraisemblables, il en porte toujours, mais c'est plutôt pour son petit confort de petit chat frileux, parce qu'il est toujours en train, même dans les pièces surchauffées, toujours couvert
manteau, de chapeau. Alors pour André Gide, qu'est-ce qu'on peut retenir? Naissance à Paris, mort à Paris, c'est un Parisien né avec des racines profondément provinciales. Pour le côté paternel, c'est le sud, c'est le Midi, famille protestante. Le père est professeur de droit à la Sorbonne. La mère est originaire d'une famille normande. Et lui-même va épouser sa cousine germaine, Rondeau, Madeleine Rondeau. Il y avait 4 sœurs Rondeau, chacune, pour vous illustrer un petit peu l'aisance matérielle, chacune avait hérité d'un château. André aussi en avait hérité d'un qu'il a vendu vers 1900, 400, 500 hectares, et lui-même dit, mais sans forfanterie, ma famille, en province, n'a jamais habité que des châteaux. Et à Paris, que des hôtels particuliers avec porte cochère, hein, pour que la voiture puisse rentrer. Vous voyez un peu le genre, donc c'est quelqu'un qui est dégagé de soucis matériels, mais qui a travaillé beaucoup pendant toute sa vie, à se construire en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel. Et d'ailleurs, il s'était un peu trompé de route, hein, puisqu'il était né dans la pleine mode du symbolisme de Mallarmé, et qu'il a essayé d'enclencher là-dessus, et il a heureusement bifurqué à temps. Un fils unique découvre que lui, il est différent de ce que l'on voudrait lui imposer, donc il découvre qu'il a un corps, et que ce corps n'est peut-être pas pour lui du même usage que ce qu'on veut lui imposer. Alors il fait des études secondaires à l'école alsacienne, qui est une excellente école à Paris, où il aura un certain nombre de camarades qui vont être écrivains comme lui. Ses études de droit ne seront pas achevées, il n'a pas non plus le diplôme final, mais Proust non plus, hein, Victor Hugo non plus, donc heureusement peut-être. Il serait devenu, peut-être des ronds de cuir, hein, donc il vaut mieux qu'il puisse se libérer de ce système. Hein. Mais en tout cas, chez Gide, il y a le côté étriqué de la religion réformée protestante, qui est peut-être encore plus étriqué que ce que certains dans notre pays, sous le catholicisme, ont pu connaître. J'ai lu donc, comme tout le monde, André Gide au lycée dans les années 60, et on sentait très bien que, en fait, l'enseignement était encore marqué par le catholicisme, il faut bien le dire, mais que ça les arrangeait bien, ce côté un peu étriqué, discipliné du protestantisme, tel que Gide pouvait l'avoir vécu. Donc il va publier à partir de 1892 2-3 volumes, qui sont des volumes qu'on lit aujourd'hui par intérêt, par curiosité, mais qui, à mon avis, sont assez lièvres. Hein. Donc c'est l'histoire du personnage d'André Walter, d'abord les cahiers, ensuite les poésies, mais dans André Walter, il dit que ce sont des poésies posthumes, donc il se projette déjà bien au-delà pour se regarder dans le rétroviseur. Donc c'est l'égotisme qui joue à plein, c'est l'écrivain en train de s'observer et d'écrire comment il s'observe. Hein. C'est ça le réflexe qui devait intéresser aussi Aline Magritte, mais elle ne s'en contentait pas visiblement, puisqu'elle n'est pas allée dans cette direction. Alors le voyage en Afrique du Nord en 1894 va libérer Gide, puisque ça va lui permettre d'être seul déjà, sa mère est encore en vie, mais elle ne l'accompagne pas, donc il va découvrir la sensualité, il va découvrir le plaisir avec d'autres hommes, avec d'autres garçons, donc il va assumer enfin cette homosexualité, mais qui plus tard prendra aussi, et je le dis, le visage repoussant de la pédophilie. Je ne le cache pas, mais il y a quand même une retombée qui est bellissime, qui sont les nourritures terrestres, qui sont un des monuments de la littérature du XXe siècle. Donc sa mère va décéder en 1895, cela va le libérer, et il va se marier aussitôt, presque 3 mois après, ou 2 mois après, il va épouser sa cousine, Madeleine Rondeau, avec laquelle il a une correspondance suivie, qui s'intéresse à la littérature, qui n'écrit pas, ou alors qui n'écrit que des lettres, comme Aline Magritte. Donc il y a presque un double d'Aline Magritte dans la femme de Gide, mais ce sera un mariage blanc, il n'y aura pas évidemment d'enfants. Et cette pauvre Madeleine, elle n'a pas découvert, ou en tout cas pas entièrement découvert, la double vie de Gide. Elle sera tout à fait scandalisée quand elle découvre que Gide s'en va en Angleterre avec un jeune garçon qui est encore mineur,
Marc Allégret, qui va devenir un cinéaste tout à fait respecté dans l'histoire du cinéma français, et qui est le fils d'un pasteur protestant qui avait demandé à Gide de veiller sur ces 4 garçons, alors que lui, pasteur, était en mission en Afrique, dans les colonies. Gide a une conception très particulière. Disons intellectuellement, c'est admissible qu'un homme mûr, un homme formé, peut choisir un jeune homme, comme chez les Grecs, et l'initier à la culture, c'est-à-dire à la philosophie, au questionnement. Et chez lui, ça se double très souvent donc, de cet amour physique qu'aujourd'hui, évidemment, il vaudrait sans doute des poursuites, hein, après ce que nous avons vécu en France et en Belgique. Mais en tout cas, Marc Allégret est un artiste né, qui a une influence aussi sur celui qui aurait pu être son père. Alors Madeleine ne saura pas non plus que, il faut penser qu'elle ne savait pas, que Gide aura un enfant, une fille, en 1923, avec Elisabeth van Rijsselberg, la fille de ses amis, Van Rijsselberg. J'y reviendrai. Donc Madeleine va décéder en 1938, et le mariage n'était pas brisé, mais tout de même, elle avait, brûlé toutes les lettres qu'André lui avait écrites, et pour un écrivain, il n'y a rien de pire qui puisse arriver que des manuscrits sacrifiés ou brûlés. Alors, les nourritures terrestres en 1897, ce livre presque biblique, un livre d'enseignement, mais on a aussi un livre d'analyse, un livre poétique, un livre sensuel. Et dans ces nourritures terrestres, vous avez cette formule famille, je mets, donc le rêve de Gide, et aussi des personnes qui, à Kolpak, vont discuter des questions de mœurs, notamment les jeunes filles de la famille, c'est-à-dire Schnucki Meyrich et Elisabeth van Rijsselberg, qui disaient toutes les deux, je voudrais un enfant pour moi toute seule. Alors aujourd'hui, ça passe, mais en 1922, c'est plus problématique. Et même un père peintre, comme Van Rijsselberg, qui devait tout de même voir des modèles défiler dans son atelier, scandalisé que Primo, sa fille, lui dit « je voudrais un enfant à moi seul ». Il dit « j'accepterai encore que ce soit un enfant naturel, mais qu'on me taise le nom du père, ça je ne l'accepterai pas ». Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même une part de cachotterie, pour ne pas dire d'hypocrisie aussi, dans ce cercle de Kolpak qui explore vraiment toutes les possibilités, dans un cercle très clos, très privilégié, qui vit derrière les murs d'un château à l'écart de la grande vie. Alors, la suite de la vie d'André Gide, il y a 3 récits 1902, 1909, 1911. L'immoraliste, la porte étroite surtout, et Isabelle, que Mme Meyrich va recenser, en prenant chaque fois un pseudonyme. Elle ne va pas mettre son nom, on se croit retomber au XVIIe siècle, où Madame de Lafayette n'ose pas mettre son nom sur le roman La Princesse de Clèves, que le président Sarkozy voulait mettre aux oubliettes, et qui est heureusement resté, parce que c'est un grand livre. Gide était pianiste chevronné, je dirais même forcené. Il jouait 4-5 heures de suite, 4-5, sur du Chopin, sur du Mozart, sur du Liszt. C'était vraiment quelqu'un qui aimait, qui adorait la musique, et donc ça n'est pas pour rien qu'il emprunte ce titre à Mozart. Il y a une transcription évidemment pianistique. Corridon, 1924, le livre sur l'homosexualité, où Gide, pour la première fois, explicitement, à l'aide d'exemples mythologiques et grecs, dans un dialogue, fait en fait la promotion de cet amour entre hommes, et lui-même a eu beaucoup de mal déjà à le rédiger, et la plupart de ses collègues, alors qu'il y en avait qui étaient du même bord que lui déconseillaient. C'est trop tôt, sois prudent, ne le fais pas. C'est l'époque quand même où Proust a publié Sodome et Gomorrhe. Et Gide trouve que Sodome et Gomorrhe, c'est un peu tiède. C'est beaucoup plus explicite que Corridon. Voilà. Corridon est par exemple publié avec les CRDN. Donc on met simplement les lettres, c'est une espèce de code. Alors Les Faux Monnayeurs, le grand roman, le seul roman qu'il revendique, roman sur la création littéraire, roman sur les amours illicites, roman sur un enfant illégitime, grand roman. Je l'ai relu et je n'en break plus tellement qu'il y a 45 ans. Mais par contre, les caves, là, le plaisir est intacт. Ça peut varier d'une personne à l'autre.
En 26, le premier livre autobiographique, Si le grain meurt, une belle expression biblique, hein, le paysan le sait, hein, si le grain n'éclate pas dans la terre, ou le vigneron, il n'y aura pas de récolte, il n'y a pas de fertilité. Donc lui, il est très sensible à ce côté philosophique, mythologique, métaphorique du langage biblique. Les protestants ont cela d'avance sur nous, davantage sur nous, qui pratiquent vraiment, qui travaillent sur le texte de la Bible, alors que nous sommes habitués à écouter le prêtre faire lire et à expliquer lui-même. Le protestant est invité à lire tous les jours la Bible. Souvenir les voyages en Afrique. Il y a dans ce livre, par exemple, aussi un texte inédit sur Kolpak, vous n'aurez pas le temps de le lire. Alors, la fin de la vie, le voyage au Congo, c'est la découverte du système colonial. Là, on retrouve le GID, la Première Guerre mondiale, qui prend la défense des opprimés. Très bien. Alors, il y aura le même réflexe avec le voyage en URSS, le retour d'URSS, où il constate que le communisme de Staline, évidemment, ne répond pas aux besoins des peuples. Alors le dernier séjour à Kolpak, c'est en 1928, juste après le décès d'Emil Magrich. Alors le décès d'Aline Magrich en 1947 n'amènera pas Gide à Luxembourg, il ne va pas ou à Cabris, hein. Elle va mourir à Cabris, elle sera enterrée à Kolpak, il n'assistera pas à l'enterrement, il assiste très peu aux enterrements, c'est son côté un peu goethéen, côté solaire, hein. Il veut se protéger. Donc le seul enterrement, je crois, où il a vraiment assisté en étant très ému, c'était celui de Jacques Rivière, hein, que Mme Magrich connaissait également très bien. Ce qui est très touchant, c'est qu'il a publié, je me suis trompé, c'est pas en 1936, c'est en 1949, donc 2 ans après la mort de Mme Magrich, il va publier son anthologie de la poésie française. Mais il ne l'aurait pas écrite, sans doute, si, pendant la guerre, il n'avait pas profité de la bibliothèque de Mme Magrich à Cabris, à la Messuguière, parce qu'elle avait quand même une très très belle collection. Voilà, il va mourir en 1951 à Paris. Alors les débuts de Aline Magrich passent par la famille de ce docteur Auguste Weber, qui était luxembourgeois. Et sa femme était dans un pensionnat, elle a rencontré une jeune femme belge, qui était la sœur de Marguerite Monon, la future Marguerite van Reisenberg, qui vient passer des vacances à Luxembourg. Donc ça passe par des filières de l'amitié. Alors, une compte-rendu anonyme de Mme Magrich, elle parle de l'immoraliste d'André Gide, qui paraît donc en 1902, et ce récit est donc, si vous voulez, l'histoire d'un couple qui éclate, lorsque le jeune mari, Soulin, à faveur d'un voyage en Afrique du Nord, découvre son homosexualité. Donc c'est cet appel à la liberté. Donc c'est là le premier travail critique, qui n'est pas encore littéraire, mais qui est supérieurement bien écrit, de Mme Magrich. Alors aussitôt, André Gide, qui connaît bien Maria van Reisenberg, lui écrit en lui demandant « Mais qui est donc ce Alain Desportes qui a signé ce compte-rendu ?» parce qu'il pense évidemment que c'est un homme. Et il voudrait faire sa connaissance. Alors, il n'est pas trop déçu dans la mesure où il reconnaît dans cet auteur ou cet auteur quelqu'un qui a l'empathie de son personnage. Et j'ai toujours été frappé quand je compare les styles d'André Gide et d'Aline Magrich, c'est exactement le même. C'est-à-dire vous avez des archaïques, des subjonctifs de l'imparfait, des inversions, des mises en évidence, des antépositions qui font tout le charme de Gide. Gide dit des choses parfois énormes au point de vue des mœurs, mais c'est habillé comme au XVIIe siècle. C'est un mélange tout à fait séduisant. En tout cas, j'ai été séduit par cela il y a quelques années. Voilà. Alors, pour vous dire justement à quel point Gide pouvait séduire, celui-là, vous le reconnaissez, c'est James Dean. Hein. Un des premiers rôles qu'il a joué, c'était The Immoralist, c'est-à-dire la pièce d'après le récit d'André Gide en 1953. Et s'il y avait un personnage qui était né pour jouer l'Arcadio des caves du Vatican, c'était James Dean. Malheureusement, il est mort un peu trop tôt. Gide est une institution à lui tout seul. Il a fondé c'est un des pères fondateurs de la Nouvelle Revue. Je dis toujours aux étudiants, c'est la Rolls-Royce de l'édition française des revues. C'est la plus prestigieuse. Il est aux commandes. Et ceux qui sont avec lui ne sont que des amis très proches.
Donc lui, il a un capital, comme dirait le sociologue, il a un capital culturel. Alors que Aline Mayrisch, même épouse d'un des hommes les plus riches de notre pays, n'a pas du tout ce capital. En tant que femme, en tant que luxembourgeoise, en tant qu'éloignée du centre de production culturelle qui était Paris. Alors, les paysages de la 30e année paraissent également dans la Nouvelle Revue Française en 2 numéros. Le premier, c'était le 1er septembre, donc quelques mois après le livre sur Rilke. Alors, ce qui est frappant, je n'ai pas le temps de développer, mais vous allez le voir dans le livre publié par Cornel Médère, vous avez tout le texte. C'est un récit. Alors, on peut dire, c'est tout bêtement le récit d'une croisière. Première partie en Corse, sous le soleil, où tout semble aller mal. Deuxième partie, dans la clarté froide d'un pays du Nord, où soudain il y a comme une lueur de fertilité. Donc il y a déjà cette opposition entre le midi qui semble écrasé, qui semble rendre dépressif, et la lumière boréale, la lumière du Nord, qui semble représenter un espoir. Et dans ce livre-là, il y a plein d'allusions aussi, plein de souvenirs des nourritures terrestres, parce que c'est un livre gibien. Elle a emporté tout ce qu'elle avait lu de Rilke, il y a aussi des souvenirs de Rilke, qu'on va retrouver dans les nourritures, dans les paysages de la 30e année. Alors, Dudelange, quelques illustrations pour dire ce que cela signifie. Germaine a très bien expliqué que, évidemment, une femme comme elle, qui déjà se sentait un peu lésée de l'éducation qu'elle n'avait pas reçue, et en plus, avec les capacités intellectuelles qu'elle avait, elle se sentait un peu exilée, en tout cas isolée, dans une petite ville qui n'avait pas encore, disons, le rayonnement que Dudelange peut avoir aujourd'hui. À l'époque, c'était un lieu de travail intense, un lieu de production économique, de lutte sociale, mais ça n'était pas connoté à des questions sensuelles, esthétiques. Extrait du journal, nouvelle édition. Il est à Dudelange, et par exemple, il dit, donc le 26 juillet, en arrivant à Dudelange, bon, il fait une petite notice sur lui-même, et à la fin, il dit « Je lâche ce carnet pour l'autre », où je note, inch by inch, il cite souvent des proverbes comme ça en anglais, tous les progrès de mon roman. C'est la preuve qu'il a commencé la rédaction des Faux-monnayeurs à Dudelange. Et vous allez voir que cette édition existe. Voici une édition que j'ai rachetée il y a quelques années. Ça a apparu en 1927, donc 2 ans après la publication du roman lui-même. Le roman Making of, comme on dirait au cinéma, c'est Les secrets de fabrication. Et Dudelange est cité, et Kolbach aussi. Alors, je travaille, c'est une phrase que Germaine a très bien mise en évidence, je travaille dans la bibliothèque de Madame Mayrisch, un des plus exquis laboratoires qui se puisse rêver. Moi, j'adore ce se puisse, ça c'est Molière, c'est la syntaxe de Molière. Aujourd'hui, on dirait à l'enfant, on va dire, qu'il puisse se rêver. Le se rapporte à rêver, non pas à puisse. Mais Gilles adorait ces archaïsmes. Et elle les fait aussi. C'est un code entre eux. Je dirais que c'est la marque Gallimard, c'est la marque NRF. Parce qu'on les trouve aussi chez Schlumberger. C'est vraiment un signe de reconnaissance, une coquetterie stylistique. Alors, je continue, il y a une autre chose encore. Seule la crainte de gêner son propre travail, le travail de Madame Mayrisch, de gêner son propre travail, retient encore un peu ma satisfaction studieuse. Donc elle-même est en train de travailler, sauf que chez elle, le projet de roman qu'elle a lancé n'aboutira pas. Voilà. Et ensuite encore, l'idée d'obtenir quoi que ce soit aux dépens d'autrui me paralyse. Et du reste, il n'est peut-être pas de meilleur frein moral. Donc c'est, disons, le frein à l'égotisme qu'il respecte tout de même aussi la liberté des autres. Chose qui m'a frappé, Roland Hoff, qui a été directeur de la Croix-Rouge et qui a géré Kolbach pour la Croix-Rouge, a découvert et heureusement conservé des documents qui traînaient encore dans le grenier ou à la cave,
qui comporte des photos. Et parmi ces photos, les archives de Mayrisch, il y a cette photo de Arthur Rimbaud en première communion. Alors, est-ce que c'est une photo que Mme Mayrisch avait achetée et gardée? Est-ce que c'est une photo de André Viénot, qui est quand même la mère ou bourgmestre, qui était maire de Chooz, en Ardennes, qui n'est pas très loin de l'endroit où Rimbaud vivait, mais en tout cas, il y a une fascination pour Rimbaud dans la famille. Rimbaud, le petit catholique étriqué, qui va finir, le grand voyageur, le grand violeur de langue qu'il aura été. Et même Émile Mayrisch, l'ingénieur, qui s'était payé un bateau, vous savez comment il s'appelait? Le bateau ivre. Émile Mayrisch avait un bateau dans la Méditerranée, le bateau ivre. On a toujours dit qu'il n'avait pas le sens de la poésie. Ben si, à moins que ce soit un livre qui vient suggérer le Mougine, je ne sais pas. Ouais. Je trouve ça, c'est un clin d'œil. J'adore ce genre de choses. Alors, il y a un journaliste qui nous a quittés il y a quelque temps, qui est Romain Durlet, qui était né à Budange. Il a travaillé au Tagblatt, et d'abord à la revue. Il avait fait un article en 1973 sur Ein Schriftsteller in Luxembourg, un peu vague, on avait quand même quelques-uns. Donc, il parle d'André Gide, il met une photo d'André Gide très vieux, donc quand il avait cet âge, il ne venait plus à Luxembourg, mais peu importe. C'est un beau texte, il a bien senti l'ambiance. Et surtout, il fait photographier, dit-il, la table de travail d'André Gide à Kolpak. C'est la petite pièce attenante à la bibliothèque. Alors, Kolpak, parlons-en. Kolpak, c'est évidemment le Kolpak aussi du XIXe siècle, qui a connu Michel Moncacci, qui a connu ce tout petit château minuscule, et qui va devenir le Kolpak que nous aimons, le château néoclassique. Voilà, Pontigny, étape beaucoup plus importante encore, puisque c'est là un cercle qui fonctionne presque comme des séminaires universitaires, avec un programme, avec des invités, avec une organisation, une présidence. Alors c'est une ancienne abbaye qui a été rachetée, je ne me demande comment, par un professeur, mais qui a beaucoup investi de lui-même en idées et sans doute en argent. Et les décades ont fonctionné entre 1910 et 1939, et plus tard ont été reprises par la fille du fondateur. Alors, le programme, par exemple, j'ai regardé en 23, éducation, les humanités sont-elles irremplaçables pour former une élite? Question qu'on pourrait reposer en 2012. D'autres questions, société des nations, les faits nouveaux, une question qui intéresse au plus haut point Émile Mayrisch. Arts et lettres, qu'y a-t-il dans la poésie d'un peuple, un trésor réservé, impénétrable aux étrangers? La question de la traduction, est-ce qu'on peut tout traduire? Question qu'on débattait beaucoup entre Gide et Mme Mayrisch. Politique, liberté nécessaire. Quelle est la conciliation possible entre les libertés générales accordées par l'État et les libertés individuelles que les gens autour des Mayrisch réclamaient? Alors, arts et lettres, le romantisme en sa profondeur. Voilà quelques-unes des questions. Voici l'explication de Pontigny. C'est un pont au nid. Donc, Pontigny, c'est une signification allégorique. Voici des photos que j'ai empruntées aux différents albums. Et là, vous avez donc Madame Mayrisch, ici, avec de nouveau son chapeau, et Gide au milieu, lui aussi avec son chapeau, je crois, à côté de lui, ça devait être Roger Martin Dugard, les autres ne sont pas reconnaissables. Daniel Durosset, qui était un collègue parisien décédé bien trop tôt, avait publié 2 excellentes analyses sur les implications politiques de Gide à Luxembourg, puisque Gide essayait quand même de préparer une annexion en douce à la République. Ça n'a pas fonctionné. Marie van Weissenberg, elle est là aussi. C'est une photo posée, c'est une évidence. Chacun sait, elle va circuler, elle va être dans la presse, c'est-à-dire ma renommée littéraire. Voici une lettre manuscrite d'Aline Mayrisch de Saint-Hubert à André Gide, envoyée de Kolpak le 25 juin 1921. C'est une écriture encore très lisible, mais qui elle aussi va se dégrader avec les progrès de la dépression de Aline. Voici la seule photo qui représente, sur un seul cliché, André Gide au milieu, et aux 3/4 ou à moitié, Aline. Ça me semble là encore symbolique de leur relation. Chaque matin, je me réveille, le cerveau lourd et plus engourdi que la veille, forcé de jouer devant les autres une comédie de
de joie, de plaisance, tandis que je sens toute joie réelle se refroidir lentement en mon cœur. Je n'ai plus reçu de lettre d'elle depuis Pontigny. C'est le moment où, effectivement, Madeleine Gide a déchiré les lettres qu'il lui avait écrites, où elle a découvert sans doute la relation intime qu'il avait avec Marc Allégret, et où donc le couple va encore davantage se fissurer. L'accident d'Émile Mayrisch, le 5 mars 1928, l'autre fois on empruntait la route pour aller à Paris. Ce qu'on ne voit pas, généralement, c'est cette plaque qui est rédigée en latin. Pour Émile, je ne sais pas s'il était très bon latiniste. Émile Mayrisch, donc 5 mars 1928, de die illa et hora nemo scit. Personne ne sait la date et l'heure de sa mort. Voilà, donc le côté fataliste que Gide également va travailler. Le parc de Kolpak avec les nombreuses couronnes. Donc c'est une réaction très humaine d'André Gide, je ne peux pas détailler. On a toujours dit qu'il était très distant, très froid. Oui, bien entendu, il ne s'est pas déplacé pour l'enterrement, mais il y a des mots quand même très, très proches. L'album Un siècle de la NRF contient un certain nombre de documents, notamment celui-ci, avec la vision de Kolpak, et en bas la messe funéraire, et à gauche vous avez un facsimilé de l'inscription d'André Gide au mois de mai 28, donc quelques semaines après le décès et l'enterrement d'Émile. Il y a cette inscription manuscrite dans le livre d'hôtes de Kolpak, que nous lisons évidemment à tous nos invités. C'est la plus belle pièce que nous possédions. Donc, un siècle NRF en 2000. Ex libris, Staline Mayrisch, encore une fois, elle vivait dans un univers de livres. Elle avait une bibliothèque alors insoupçonnée, des choses que même un professeur d'université n'a pas. Donc, elle a des lectures quand même boulimiques et très, très encyclopédique. La Deuxième Guerre mondiale, donc André Gide va lui aussi se replier vers le sud et puis vers l'Afrique du Nord, les colonies, mais il profitera aussi des maisons de ses amis. Il y aura notamment les Audis de la maison, la nouvelle maison des Van Rijsselberghe et bien entendu aussi la messe funéraire. Et il note par exemple le 6 mai, donc juste avant l'invasion, je trouvais indécent de quitter le pays sans aller d'abord saluer ceux de Cabris. Donc il était en train de quitter la France. Il serait indécent de quitter le pays, la France, sans aller d'abord saluer ceux de Cabris, c'est-à-dire les Mayrisch. Et revoir en particulier Catherine Gide, qui habite la maison d'à côté. J'ai accepté la proposition de Lou, c'est Madame Mayrisch, de coucher à la messe funéraire dans cette même chambre que j'occupais si agréablement il y a 6 mois. Donc il revient quand même assez souvent encore à cette époque. Et voici la lettre manuscrite d'André Gide, qui est datée du 12 mai, donc 2 jours après l'invasion de notre pays, mai, et il écrit également des choses très belles. Il la console, voilà, vous avez perdu cette journée, mais il faut regarder plus loin, se projeter plus loin. Donc il sait très bien que Mme Mayrisch est neurasthénique, dépressive, et que lui-même, ayant beaucoup souffert de crises nerveuses, là, il montre quand même beaucoup de compassion. Il est vrai qu'un Jean Schlimberger est beaucoup plus affectueux dans les termes que lui. La belle photo est de Marcel Schröder, qui était fondé de pouvoir des Arbettes et qui nous a donné des centaines de clichés absolument indispensables. Très belle conférence de Tonybourg, la même année, en 1957, André Gide et de Luxembourg, 10 ans après la mort d'Aline, comme la première édition de Kolpak. Alors ensuite, il y a les 2 volumes des cahiers André Gide, les cahiers de la petite dame, qui paraissent en 73 et 75, qui pour nous sont une mine de renseignements. Ensuite, il y a l'exposition de Bruxelles d'abord, ensuite de Luxembourg en 1980, à laquelle le grand-duc Jean, la grande-duchesse Joséphine Charlotte, le roi Baudouin, la reine Fabiola avaient assisté, l'ambassadeur Wurth. Il y a plein de photos là-dessus qui sont océanelles. Voici cette photo de couverture, c'est l'homme qui va se lever sur le tombeau des Mayrisch à Kolpak. La famille Mayrisch, bien qu'il y ait eu sans doute des tiraillements et des tensions dans le ménage, était une famille qui sauvegardait quand même l'essentiel, l'unité, le
cocon familial. Ce n'est pas Émile ou ce n'est pas Aline qui disait « famille, je jouais », même s'ils ont toléré cet ultra-libéralisme des mœurs prôné et pratiqué par Gilles et aussi par Élisabeth. D'autre part, Aline Mayrisch, vous le savez bien, est honorée devant la Croix-Rouge qu'elle a présidée par cette plaque commémorative. André Gide, lui, termine le prix Nobel de littérature en 1947, très célébré avec de très nombreuses rééditions, très étudié à l'université, mais, je dois dire, très peu lu par nos étudiants. Parce qu'ils sont incapables d'apprécier l'humour, le troisième degré, l'ironie, la déconstruction, la mise en scène de l'écrivain à travers son propre style. Ça, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour l'apprécier. Il est enterré tout à fait modestement dans le cimetière protestant de Cuverville, auprès de sa femme. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été si passant.